Bonsoir à tous. Entretien exclusif après une présidentielle inédite. Nous sommes avec le professeur Mamadou Diouf. Professeur, bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir et merci de votre invitation. Professeur à l'université de Columbia. Nous allons analyser aujourd'hui les résultats de ce scrutin présidentiel, un scrutin inédit qui a vu un peu la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Quelle lecture de ce processus électoral qui a été reporté et finalement ça a eu lieu au premier tour de surcroît? Quelle lecture, professeur? En fait, je comprends ce qui s'est passé depuis au moins 3 ou 4 mois comme en fait la trajectoire d'une démocratie qui s'est trouvée dans des situations assez compliquées, mais dans lesquelles les citoyens ont été capables effectivement de trouver des solutions aux défis auxquels ils ont été forcés de faire face. Si vous voulez, à peu près de 2019-2020 à aujourd'hui, on a assisté à une situation où il y a un président qui n'a pas encore décidé s'il allait pour un troisième mandat ou non. Donc, il y a une bataille qui s'est engagée autour de ce troisième mandat et cette bataille a effectivement eu, si vous voulez, 2 résultats. Le premier résultat, c'est l'emprisonnement de milliers de Sénégalais. Le deuxième résultat, ça a été la capacité, effectivement, si vous voulez, c'est ce que j'appelle à déjouer le scénario présidentiel. Il a été forcé par les Sénégalais de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Mais ça n'a pas été, si vous voulez, la fin de la bataille. La fin de la bataille, c'est d'engager un autre mouvement qui était ce mouvement qui a amené au report des élections. Là aussi, je pense que les Sénégalais montraient leur capacité à résister. Et cette capacité à résister a fait que le Conseil constitutionnel, qui effectivement a pris la question en charge, a décidé que ni le président ni l'Assemblée nationale n'avaient en fait le droit de reporter les élections. Si vous voulez, ces 2 résultats indiquent une transformation considérable de l'espace politique et de l'espace civique sénégalais. C'est-à-dire que les Sénégalais ne se battaient pas contre une personne, le président Macky Sall, mais ils se battaient dans le premier cas du troisième mandat pour le respect de leur constitution. Et c'est ça la différence avec la bataille contre Wade. La bataille contre Wade, c'est contre un politicien et contre son parti. Ici, les Sénégalais disent non, il faut respecter notre constitution. La deuxième victoire est une victoire des institutions. On s'est rendu compte que contre l'institution présidentielle, il y avait d'autres institutions qui étaient capables de jouer leur jeu. Et cela aussi, ça a été une très, très grande révolution. Donc, pour moi, cette bataille institutionnelle a approfondi l'espace politique, mais aussi a approfondi la démocratie. Et les élections ont montré effectivement que les Sénégalais étaient maintenant engagés pour clôturer ce que j'appelle le cycle senghorien. C'est la fin du cycle senghorien. Et cette fin du cycle senghorien se voit d'une part la bataille engagée par les jeunes, notamment l'ancien PASTEF, c'est une bataille contre le système et pour un nouveau projet. Et ces 2 mots sont essentiels et capturent fondamentalement ce qu'ils essaient de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est jusqu'au bout, le président a résisté pour des raisons qui sont difficiles à comprendre et qui probablement montrent qu'il ne s'était pas prêté, il ne s'est pas préparé à partir. Quand il a commencé, par exemple, à dire, vous savez, en tout cas, moi, le 2, je m'en vais. C'est-à-dire, vous allez vous trouver avec vos propres problèmes et vous allez les régler.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les Sénégalais ont dit, OK, ils sont allés aux élections, ils ont fait passer le candidat qu'ils préféraient au premier tour, ce qui réglait la question du chantage, s'il part pas, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a une trajectoire que les Sénégalais se sont à faire quelque chose que mon collègue Bachili, Abdoulaye Bathily, dont mon collègue Abdoulaye Bathily parle dans ses mémoires, c'est que les Sénégalais ont réussi deux alternances politiques. D'un régime à l'autre, ils n'ont pas réussi encore une alternative. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? En tout cas, ce qui est clair, c'est que le cycle senghorien s'est clôturé. On parle de présidentielle, mais on parle beaucoup également de référendum lors de cette présidentielle. Pensez-vous, professeur, c'est plus qu'un référendum qu'une présidentielle? On a sanctionné un système qui était là depuis. Oui, en fait, si vous voulez, on ne peut pas considérer cela comme un référendum. C'est une histoire qui se déroule. Et cette histoire qui se déroule, c'est comme si les jeunes Sénégalais, face à la situation actuelle, ils n'ont pas d'emploi. Et si vous remarquez, on a eu une université qui a été fermée pendant presque une année. Et ça n'a pas dérangé le régime. C'est-à-dire l'approfondissement des crises, l'extraordinaire corruption qui a gangréné le système a fait que, au lieu d'un référendum qui s'occupe de questions précises, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'ensemble du système. Et ce qui est remis en cause, c'est le rôle de tous les acteurs qui ont participé avec leurs ressources propres au maintien de ce système dans lequel, et Wade l'a montré avec la transhumance, dans lequel depuis 60, les mêmes acteurs échangent des places et négocient. Mais c'est quoi, professeur, le système? On le dit, c'est le système contre l'antisystème. C'est quoi le système, professeur Mamadou Diouf? Le système, si vous voulez, pour revenir si vous voulez, à ma profession d'historien, c'est ce système que j'ai décrit comme le modèle islamo-wolof. Ce modèle d'un État colonial. Et c'est le système colonial qu'il a mis en place, ce système qui a mis des détenteurs de légitimité, des légitimités traditionnelles, des légitimités religieuses et la classe politique a créé précisément un système. Ce système qui était très stable et ce système qui, d'après un de mes collègues spécialiste de sciences politiques qui a été l'un des premiers à étudier les confréries, c'est ce système que Donald Cruz O'Brien dit qui est une réussite historique, qui explique pourquoi le Sénégal a été plus ou moins stable tout le temps, n'a pas connu si vous voulez, des coups d'État militaires, etc. Et c'est ce contrat social et ces échanges de services entre ces différents acteurs que de la période coloniale à nos jours, la classe politique a été capable de traduire dans le langage vernaculaire les demandes de l'État. Et il y a eu des crises, c'est évident, mais ces crises ont été contenues. Et ils ont été contenues parce que ce qui a émergé au Sénégal très tôt, c'est une vraie classe politique. Et dans la plupart des pays africains, on n'a pas de classe politique. On a des cliques qui se combattent. Au Sénégal, c'est des fragments qui ne sont pas d'accord, mais qui, chaque fois qu'ils se trouvent en face d'une crise, sont capables de se retrouver. Et ça a marché jusqu'à Wade. Ouais. Parce que ce système aussi reconnaissait à chaque groupe un espace d'autonomie. Avec Wade, Wade a tenté de subordonner tous les espaces à son programme et à sa façon de comprendre l'histoire du Sénégal et l'avenir de ce pays, dont en fait la projection a été que son fils pourrait le remplacer. Mais en réduisant les espaces d'autonomie
Et comme on a dit à un moment, en s'agenouillant devant, disons, une autorité religieuse, Wade a perturbé le système. Il l'a mis en danger. Et en le mettant en danger, il a ouvert un espace. Le président Macky Sall a, dans une certaine mesure, approfondi ça, en particulier en détruisant l'opposition et en subordonnant l'opposition à sa logique qui fait que, si vous voulez, tous les partis ont explosé en 1000 morceaux, mais surtout qui fait l'extraordinaire crise, ce qu'on a appelé la gauche sénégalaise, s'est complètement aplati et a disparu. Et ça a ouvert un boulevard, et ce boulevard, c'est ce boulevard que ces jeunes, ce qu'on appelle les gens du PASTEF en particulier, ont pris en charge. Et cet espace était un espace où il n'y avait plus d'acteurs capables effectivement de faire face. Mais la réaction du président Macky Sall, les répressions qui sont devenues la règle, si vous voulez, de la gestion de cette nouvelle opposition, a, dans une certaine mesure, continué à approfondir la crise, mais continuer à aussi renforcer le rejet, si vous voulez, du système. Et ce rejet du système explique que face à ce système, il parle de projet. Professeur, est-ce facile de lutter contre le système? On dit un peu que le système est très têtu, surtout sous nos cieux. Oui, mais on a un système que si l'ensemble du dispositif et les ressources nécessaires à chaque unité du dispositif marchent, le système marche parce que les animateurs du système sont capables de le faire marcher. Je vous donne un exemple. Ouais. Il y a eu la crise de 62. La crise de 62, Senghor est arrivé à la juguler en utilisant plusieurs alliances. L'alliance avec la France qui le soutient, l'alliance avec une partie de l'armée qui le soutient et qui n'est pas prête à faire un coup d'État, mais surtout l'alliance avec les chefs de confrérie, qui tous le soutiennent. Il gagne cette victoire. Donc, vous voyez que là, le système se refait une nouvelle santé en réorganisant les alliances. Au milieu des années 60, quand Senghor, à peu près entre 66, si vous voulez, et si vous vous rappelez, 66, et c'est la deuxième réponse de Senghor à la crise de 62. En 66, Senghor décide d'imposer ce qu'il va appeler le parti dominant. Parce que Senghor ne parle jamais de parti unique. Il parle du parti dominant. Donc, il l'impose. Et on a un parti dominant, un parti unique, si vous voulez, en 1966. 66, 67, 68, c'est une série de crises, de grèves de travailleurs, de grèves des étudiants. Et là, le régime est vraiment secoué. La réponse de Senghor, là aussi, c'est d'essayer d'élargir ça. Il crée le Club Nation et Développement, et il y a, après la crise de 69, l'explosion des syndicats, Senghor déconcentre son système. Il crée un poste de Premier ministre. Et là, c'est une autre réponse à la crise, 70. Et 70, c'est le début d'une transformation du jeu politique, déjà à l'intérieur du parti unique. Mais la crise n'est pas réglée. Et Senghor est obligé là aussi de prendre deux nouvelles mesures qui sont très, très importantes et très intéressantes à comprendre. La première mesure, c'est l'article 35 qui est adopté. Le Premier ministre devient le successeur du président de la République. Et là aussi, vous voyez comment le système s'adapte. Mais en 1974, pour consolider ce tournant,
Senghor fait une autre réforme. 1974, il fait ce qu'il va appeler l'ouverture démocratique, le multipartisme. Et vous voyez, l'histoire du Sénégal est l'histoire d'un pays qui n'a eu que 8 ans de parti unique. Et ça, c'est très important. Et cette période du parti unique n'est pas une période, même pas d'autoritarisme, parce que les mouvements marxistes continuent à discuter, le mouvement nationaliste. Donc, c'est ça comment le système s'adapte. Et quand Senghor part, parce qu'il refuse de changer de manière très claire la théorie des 3 courants, on va en avoir 4 avec les conservateurs, mais Diouf devient président, la question n'est toujours pas réglée. Ce que Diouf va faire là aussi, c'est très simple. Il va tenter de réformer le Parti socialiste, mais il va faire surtout l'ouverture démocratique intégrale. Et l'ouverture démocratique intégrale lui permet de gérer, en fait, si vous voulez, les débats autour de cette succession considérée comme illégale. Mais l'autre chose que Senghor a faite, dont on n'a pas parlé beaucoup, mais que Feu Pathé Diagne a montré l'importance, c'est que Senghor n'a pas seulement choisi son successeur. Senghor a choisi à ce successeur un opposant qui va devenir l'opposant officiel, c'est Abdoulaye Wade. Et c'est ça qui fait que le système va se structurer à partir de l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade, mais tirant les leçons du système d'Abdou Diouf qui a tourné, dont le couronnement, si vous voulez, et la majorité de présidentielle élargie. Là aussi, le système s'est adapté aux crises. Donc, il y a déjà, jusqu'à Wade, un système qui arrive à s'adapter. Et ce système qui arrive à s'adapter, les tournants, c'est le gouvernement de majorité présidentielle élargie, parce que Diouf accepte non plus l'incorporation dans le parti politique, mais laisse Wade devenir membre du gouvernement, être solidaire avec le gouvernement, mais garder son parti hors du système. Et c'est cette logique du changement du système de cooptation que Wade va parfaire avec la transhumance. Et cette transhumance va créer, si vous voulez, créer un territoire qui contient le système, avec une classe politique qui est à peu près la même classe politique et qui négocie et échange des positions. Et ce qui va arriver avec le président Macky Sall, tout simplement, ce que j'ai décrit au départ, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu une parfaite connaissance du système. Alors que Diouf a eu une connaissance du système, même si Collin l'a aidé les 10 premières années, et on voit très bien que c'est les 10 dernières années où ça commence à coincer. Et avec le président Macky Sall, ce qui s'est passé, il n'a pas été capable d'avoir un vrai parti politique. Il a créé une logique qui est une logique de multiplication des partis et de création de coalitions de partis. Et c'est là où le système s'est alourdi, si vous voulez. Il y avait trop de choses, il y avait trop de ressources nécessaires pour le faire fonctionner, il y avait trop d'acteurs et ça a commencé à lentement mais sûrement en fait s'engouffrer dans un trou énorme, et ce trou énorme a entraîné, je pense, les jeunes en particulier, à créer un nouveau mouvement, mais qui est un mouvement désormais hors du système.
Et c'est ça le système. Et on peut dire que le système a vécu pendant 64 ans, autrement dit, depuis les soleils des indépendances. On peut dire aujourd'hui que le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas seulement du pain sur la planche, mais de la boulangerie sur la planche pour enlever ce système de sa gouvernance, de son mandat, professeur. Absolument, parce que les Sénégalais sont au moins d'accord en majorité qu'ils ne veulent plus du système. Mais ça, ils l'ont déjà dit. En 2000, si vous voulez, quand ils élisent Wade, l'idée, c'est qu'il faut se débarrasser des 40 ans du Parti socialiste. Wade réimagine et réinvente cela. Et quand Wade est défait, là aussi, les Sénégalais se sont engagés à dire cette constitution ne marche pas, le présidentialisme ne marche pas. Il faut, dans le contexte des élections, qu'on commence à réfléchir sur un système plus adéquat. Donc là aussi, c'est réglé. Donc, le nouveau régime, si vous voulez, le nouveau président se trouve face à quelque chose de très clair, donc il peut connaître son mandat. C'est-à-dire son mandat, c'est effectivement, les gens ne veulent plus du système. Et ça, c'est très clair. Comment changer ce système? Ça va être le nouveau débat. Et le nouveau débat également, ou bien un vieux débat, c'est la jeunesse. La jeunesse et ses espoirs. Je disais, professeur Mamoudou Diouf, que le vieux débat aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui a de l'espoir toujours en un plongée. Comment faire de cette jeunesse-là, non pas une bombe, mais un atout, une aubaine pour ce pays qui n'a que 18 millions d'habitants? Mais justement, c'est que c'est cette jeunesse qui est en train de dire on veut autre chose. C'est-à-dire, cette jeunesse, ce qu'elle demande, c'est tout simplement ce que tous les jeunes du monde demandent. L'espoir et le rêve. Le rêve de vivre une vie qui leur permette d'accomplir effectivement à la fois leurs propres désirs et leurs propres intérêts, mais aussi le désir et les intérêts de leur communauté locale à leur communauté nationale, de leur communauté nationale à la communauté panafricaine. Je crois que c'est ça qui explique le nom du PASTEF. Ce n'est pas seulement une bataille à l'intérieur, mais c'est une bataille qui est la bataille d'un continent. Et c'est ce travail-là qui est important. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, on ne se rend pas compte, mais quand on a 35 ans au Sénégal, on est un vieux. Parce que presque 70% de la population a entre 0 et 30 ans. Avoir 35 ans, c'est être vieux. Mais c'est aussi un pays où il y a totalement une crise qui est une crise de l'emploi, crise de l'emploi des jeunes. Mais face à cette crise de l'emploi des jeunes, il y a une gabegie extraordinaire. Cette gabegie, c'est cette gabegie de gens qui ont des salaires inimaginables. Il y a des détournements de fonds inimaginables et rien n'arrive à personne. Donc, c'est cette frustration qui a fait que les jeunes Sénégalais, les policiers sénégalais diront, ce ne sont pas que les jeunes Sénégalais, et ça, il faut le penser, les risques que ces jeunes prennent pour traverser le désert et la mer. Ils n'ont pas une chance sur 5. Ils n'ont pas une chance sur 5 de survivre. Mais même ceux qui échouent retournent. C'est ça qui fait plus peur. Moi, c'est ça qui me fait plus peur que n'importe quel. C'est-à-dire ce risque que ces jeunes prennent. Et ils le prennent parce qu'il n'y a rien, parce qu'ils s'attendent à rien, parce que les horizons sont des horizons bouchés face à une classe dirigeante qui ne passe son temps qu'à s'acheter de belles voitures. Et on attend, oui, on attend
de cela de Bassirou Diomaye Faye qu'il opère dès maintenant, dès son accession au pouvoir le 2 avril, à ces changements-là, à redonner de l'espoir à cette jeunesse-là qui a soif d'espoir et de changement. C'est ça qu'on attend de lui. Absolument. Et pour moi, c'est pas quelque chose de difficile au moment où on est. C'est-à-dire que la mobilisation des Sénégalais depuis la bataille contre le troisième mandat est une mobilisation qui montre que les gens sont prêts à s'asseoir, que les gens sont prêts, comme ils disent eux, et j'espère qu'ils vont le faire, à accepter un projet commun, que les gens sont prêts à travailler ensemble et à faire tous les sacrifices nécessaires, mais que ces sacrifices soient des sacrifices de tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça l'essentiel, et que la politique ne soit plus une profession. Moi, je rêve d'une chose, et je me dis que ce serait peut-être l'une des rares propositions que je ferais. Il faut diminuer le nombre de députés. Il faut peut-être revenir à moins de 100 députés. Je ne parle pas des autres assemblées qui n'ont aucun sens, mais il faut faire en sorte qu'on comprenne dans notre pays que la politique n'est pas le moyen d'accéder à la richesse, que la politique n'est pas un métier, que la politique est un service, et ce service est au service de la communauté. Je rêve aussi d'un pays où on se dit, on a du pétrole et du gaz, on va créer un fonds. Ce fonds va être géré à la fois par l'État, par les députés, par les maires, par les communautés des régions où on a trouvé ces richesses, et que les décisions de l'utilisation de cet argent seront des décisions qui seront prises effectivement dans ces associations, dans ces assemblées, que les décisions soient des décisions au service de la nation. C'est-à-dire que ce qu'on doit redécouvrir au Sénégal, c'est deux choses. La première chose, c'est le bien commun. La deuxième chose, il faut refonder moralement la société sénégalaise. C'est cette refondation morale qui est essentielle. Et je pense que l'ex-Pastef, le président Diomaye Faye, le président Sonko, comme il l'appelle, se sont évertués à mobiliser les jeunes en leur disant « on va faire ça ». Ces deux choses-là, on va les accomplir. Mais aujourd'hui, comme je disais, ces richesses devraient être utilisées pour l'éducation, pour la santé, et pour moi, la plus grande révolution qu'on pourrait faire au Sénégal, c'est d'utiliser ces richesses pour éradiquer définitivement le phénomène des talibés. Professeur, une lecture à faire sur les résultats d'un scrutin premier opposant qui arrive au premier tour, ça c'est inédit, mais il y a une lecture sur ce qu'on appelle les dinosaures de la classe politique sénégalaise, Khalifa Sall, Idrissa Seck, Khalifa Sall qui n'a pas pu obtenir 5%, Idrissa Seck 1%. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une alternance générationnelle dans la classe politique ou un renouvellement de la classe politique sénégalaise? Absolument. Je pense que ce que je disais encore, je le répète, c'est la fin du cycle senghorien. Et beaucoup des gens qui étaient présents dans le jeu politique font partie de ce cycle. Comme Idrissa Seck, par exemple? Comme Idrissa Seck ou Khalifa Sall? Absolument, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fonctionnement. Et ce qui s'est passé, et c'est pour ça que pour moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une révolution. Et j'espère que le président Diomaye Faye sera à la hauteur de cette révolution. Parce que ce n'est pas lui qui guide le mouvement qui est en train de se passer. Ça, c'est le mouvement de l'histoire de la société sénégalaise. Et lui, il est dedans, mais il ne la conduit pas. Mais il doit être capable de répondre, de comprendre ce qui se passe et de répondre à ce qui se passe. Pour moi, si vous voulez, c'est ça
qui est important. L'important, c'est est-ce que la nouvelle génération est capable de répondre à la demande dont ses actions ont été le moteur principal. Et c'est vrai qu'il y a une génération qui doit aujourd'hui partir à la retraite. Et cette génération, ce n'est pas seulement la génération des politiciens, mais c'est en fait, moi je pense, ma génération. Il faut qu'on redéfinisse notre rôle dans cette société qui est en train de changer. Il faut qu'on soit capable d'accompagner les jeunes, mais dans un accompagnement où on serait nous-mêmes invisibles. Professeur Mamadou Diouf, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Columbia. On parlait un peu de la présidentielle avec un nouveau président que vous voyez derrière moi, le candidat Bassirou Diomaye Faye, ou son Excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci beaucoup à Serigne Saliou Dème pour les images, le son et la réalisation de cette émission. D'autres émissions à suivre sur cette présidentielle et c'est sur ITV. Bonne soirée à toutes et à tous.